Il faut d'abord voir un peu la genèse de ce petit ouvrage. Nous avons eu la chance et l'honneur d'organiser à Liège en août dernier la première conférence mondiale des humanités. C'est une manifestation donc mondiale, il y avait 1200 participants, ce qui n'était pas mal, et c'est organisé en collaboration et en étroite coopération avec l'UNESCO. Donc l'UNESCO a un programme, un agenda pour le XXIe siècle, donc ils ont un certain nombre d'axes prioritaires, et nous étions aussi en cheville, c'est en quelque sorte notre donneur d'ordre, un organisme qui s'appelle le CIPCH, qui est le Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines, qui est une émanation de l'UNESCO. Et le centre du congrès a vraiment été la place des sciences humaines, ou ce qu'on appelle les humanities en anglais, dans la société. Et on est parti d'un premier constat, c'était qu'on était finalement très peu présent dans le débat public. Qu'à une époque où pourtant on fait constamment appel à des experts sur tout type de questions, finalement les experts sont soit des experts techniques, mais quand on vient alors à essayer de décrypter un peu le sens, de voir comment on pourrait interpréter tout ce qui se passe autour de nous, eh bien nous sommes très très peu présents. Alors pourquoi sommes-nous peu présents? Peut-être parce qu'on ne nous invite pas, mais peut-être aussi, peut-être parfois un peu balayés devant notre porte, peut-être ne sommes-nous pas assez proactifs. Et donc ce congrès, c'est cette première conférence mondiale des humanités qui a eu des conférences préparatoires pendant 2 ans, en Chine, au Mali, au Brésil, en France, auxquelles j'ai pu participer. Nous avons défini comme ça 5 axes prioritaires. Et c'est un peu de toute cette réflexion qui m'a occupé pendant 2 ans qu'est né alors cet essai. Donc quand je dis l'université à la croisée des chemins, ce n'est pas l'université de Liège, certainement pas, c'est même pas l'université en communauté française, ça se veut une réflexion plus large sur l'université, avec évidemment pour moi des modèles de réflexion, parce que ma compétence est limitée à cela, qui sont essentiellement le modèle de l'université européenne et de l'université nord-américaine. Je connais beaucoup moins bien les réalités dans d'autres pays. Donc c'est un peu ça le cadre général, si vous voulez, de l'ouvrage. Alors bon, maintenant on en arrive au constat. C'est probablement aussi un constat qui doit être nuancé selon les endroits. Oui, mais il y a quand même, me semble-t-il, des lignes de force qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, et on en pense ce qu'on veut, mais il y a des constats, je crois qu'on sera d'accord pour les faire. On est quand même un peu dans un système où on assiste à une marchandisation du savoir. Ça, je pense que c'est clair. L'enseignement devient de plus en plus considéré comme une marchandise, comme le reste. Et donc, on a alors tout ce qui va avec un objet qui est considéré d'un point de vue économique. Donc, quand on en est là, tout de suite, les critères de rentabilité vont se poser. Donc, on va peut-être faire une hiérarchie entre les disciplines, entre celles qui rapportent et celles qui rapportent moins. Donc, celles qui rapportent sont peut-être celles qui sont utiles, entre guillemets. Comment savoir ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant? Vous devez alors développer des systèmes d'évaluation. Et c'est tout le problème qui se pose sur les fameux rankings. Et le dernier ranking, celui du Times, vient juste de sortir. Donc voilà, c'est l'actualité. Chaque année, nous avons les rankings. Nous en avons 2 ou 3 comme ça qui font la pluie et le beau temps au niveau mondial. On peut avoir diverses attitudes. On peut par exemple contester les rankings, et je crois qu'il faut le faire sur leur méthodologie. Qu'est-ce que ça mesure exactement? Ça ne mesure pas tout. Il y a des pans entiers du savoir qui ne sont pas du tout... Y compris les sciences, et en particulier les sciences humaines. Les sciences humaines, parce que, à nouveau, c'est un grand système, si vous voulez. Donc si vous êtes hors du système, vous êtes hors pour tout. Donc comment ça fonctionne? Pour pouvoir établir un classement, on regarde par exemple les performances en recherche. Mais les performances en recherche, il faut qu'elles soient elles-mêmes évaluées. Donc il y a des systèmes pour les mesurer. En général, on regarde les revues. Pas tellement les monographies, mais les revues. Et donc les revues, elles font elles-mêmes l'objet d'un classement. Et puis si un article est abondamment cité, ça peut se mesurer aussi. Mais les sciences humaines ne sont pas dans ce système-là, ou très peu.
Donc, quand vous avez une université qui est par exemple assez forte dans certains domaines des sciences humaines, elle n'est tout simplement pas sur le radar. Donc, on peut déjà se poser cette question-là. On peut aussi se demander si ce type d'évaluation chiffrée correspond vraiment à quelque chose. Même là où ça s'applique. Donc, c'est des tas de questions comme ça qu'on peut se poser. Mais une attitude qui consisterait à dire qu'on ignore tout ça comme si ça n'existait pas, si vous êtes à la tête d'une institution, ce n'est pas la bonne attitude non plus, parce que ça existe. Et ça conditionne déjà maintenant, même en Europe, un certain nombre de types de collaborations que vous pouvez nouer. Ça conditionne la qualité ou le type d'étudiants que vous pouvez avoir. Vous savez, il y a des universités, on dit simplement à leurs étudiants, vous ne pouvez pas aller faire un postdoc ou dans un séjour dans des universités qui n'ont pas au moins tel classement dans le ranking. Vous ne pouvez pas nouer des collaborations de recherche avec certaines universités si vous n'êtes pas au moins dans les X premières places du ranking. Tout simplement, il n'y a pas de communication possible. Donc la voie est assez étroite. Il faut à la fois concilier le modèle, jouer avec le modèle, et en même temps le critiquer, et même le critiquer puissamment pour essayer de le faire évoluer vers des choses qui sont pour nous plus acceptables. Donc ça, voilà, tout ça c'est lié, si vous voulez, à la marchandisation. À la marchandisation du savoir. Et va de pair avec cela, par exemple, le problème de l'emploi des langues, parce que tout est lié, évidemment. Si vous voulez avoir accès aux meilleures revues, si vous voulez avoir des étudiants internationaux, tout de suite va se poser le problème de la langue. Comment faites-vous pour attirer des étudiants qui ont des langues diverses? Tout de suite va venir l'idée que finalement, si on avait une seule langue, ce serait quand même plus facile. Donc, depuis longtemps, l'anglais s'est un peu imposé comme la nouvelle lingua franca, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Et donc, notamment dans les sciences exactes, dans les sciences du vivant, les sciences et techniques, si vous voulez avoir une audience un peu internationale, il faut publier en anglais, et les meilleures revues sont en anglais. Donc, c'est un effet d'entraînement, si vous voulez, un effet boule de neige. Alors, vous me direz, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, quand même, parce que je pense que dans certaines disciplines, et notamment dans tout ce qui est sciences humaines, le multilinguisme va de pair avec la multiculturalité, horriblement à dire, à prononcer en tout cas, et ça participe, je crois, de la pluralité des points de vue. Parce qu'une seule langue, vous avez vite un seul modèle idéologique derrière, un seul point de vue, une pensée unique. Et un peu une pensée unique. On ne dira peut-être pas jusque-là, mais il y a quand même un peu de ça. Donc une langue ne vient pas, c'est pas simplement une grammaire et un lexique, il y a quand même aussi des concepts, une certaine forme de pensée qui vient avec cela. Alors que tout le monde ait plus ou moins les mêmes référents en mathématiques pures, c'est peut-être pas très grave, c'est peut-être même très bien, je n'en sais rien, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, de l'éthique, etc., je pense quand même qu'une pluralité de pensée est non seulement souhaitable, mais tout à fait nécessaire. Et la multiplicité des langues vient avec ça. Alors bien sûr, c'est moins facile. Bien sûr, on ne peut pas concentrer les moyens, mais c'est le prix à payer, je crois, pour garder, et là il y a un vrai enjeu démocratique, me semble-t-il, pour garder une certaine ouverture d'esprit. Et donc là, j'ai été dernièrement, justement dans le cadre de la préparation de cette conférence mondiale, j'étais aux premières conférences africaines des humanités. Donc ça se faisait à Bamako, au Mali, et beaucoup d'intervenants. Donc l'Afrique, vraiment, tout le continent africain était représenté là-bas. Le problème des langues était un problème important. Comment puis-je, dans la langue de mon pays, faire aussi de la recherche et diffuser de la recherche? Et on venait, alors ça c'était ça qui était très intéressant, certains intervenants montraient comment l'emploi d'une langue conditionnait des modes de pensée. Donc c'est pas juste... c'est pas interchangeable, enfin, les langues, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc, donc ça c'est le premier point. Deuxième point aussi, dans un certain nombre de domaines, l'esprit de finesse est extrêmement important. Et ça, dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est quand même très très difficile à réaliser. Et il n'y a rien à faire. Quand vous faites du tout à l'anglais, par exemple, ça pourrait être du tout à du n'importe quoi, peut-être que dans 30 ans ce sera tout pour le chinois, je n'en sais rien du tout, vous avez quand même une baisse de qualité. Et une perte nette d'esprit de finesse, que ce soit de la part des étudiants,
ou de la part du professeur, parce qu'on tient souvent un peu trop vite comme acquis que tous les professeurs peuvent s'exprimer dans un anglais correct. Ce n'est pas la réalité, évidemment. Vous donnez l'exemple hollandais aussi. Bon, non, mais là, c'est presque le contre-exemple. C'est-à-dire qu'on reproche à un certain nombre de professeurs en Hollande de ne plus pouvoir s'expliquer très clairement en néerlandais. Les Hollandais ont toujours comme ça eu un peu cette idée d'être les meilleurs élèves de la classe, et parfois ils vont un peu plus vite que la musique. Et donc là, c'est presque du militantisme. Enfin, donc pour un certain nombre de raisons qui leur appartiennent, certaines universités, je crois la plupart finalement, ont vraiment décidé du tout à l'anglais, y compris dans l'administration. Et maintenant, on peut mesurer vraiment un décalage avec la population. Donc c'est quand même un peu embêtant quand vous avez un médecin qui va en consultation et qui n'est plus capable de dire exactement ce qu'il faut en néerlandais à un patient d'un village, et qui peut-être va avoir lui-même des problèmes à comprendre ce que le patient va lui dire. Il y a, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, il y a des architectes qui n'ont juste plus le vocabulaire, parce qu'ils ont tout fait en anglais, pour s'exprimer et détailler un peu à leurs clients néerlandophones ce qu'on va faire. Donc il y a vraiment un véritable enjeu démocratique, me semble-t-il. Qu'on peut probablement... C'est le problème de Babel. Hein, oui, c'est sûr, mais qu'on peut probablement aussi combiner à un autre problème, et qui me rappelle un souvenir personnel. Il y a au moins 30 ans, j'étais devant plusieurs recteurs d'université auxquels j'avais demandé quel est, selon vous, le problème fondamental à l'entrée de l'université, et qui m'avaient, de façon tout à fait unanime, répondu: la maîtrise du français. Oui, de la langue maternelle, en tout cas. Dans ce cas-ci, c'était le français, mais bon, ces gens ne comprennent plus leur propre langue et ne manipulent plus leur propre langue, et c'est un gros problème, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Mais ça reste vrai maintenant. Donc, moi, je suis d'abord professeur d'égyptologie, donc j'enseigne la langue supportée par les hiéroglyphes, donc l'égyptien ancien. Il est maintenant impossible d'enseigner cette langue-là, mais ce serait vrai pour le latin, pour le grec ou pour n'importe quelle langue. Il faut d'abord commencer par faire de la grammaire française. Mais des choses élémentaires. Il faut d'abord commencer par rappeler ça. Donc on ne peut plus considérer qu'il y a là un acquis sur lequel on peut se fonder. On commence d'abord par faire de la grammaire du français. Je me rends compte à chaque examen, et c'est vrai pour la plupart de mes collègues, qu'un certain nombre d'échecs viennent tout simplement du fait que les étudiants n'ont pas compris la question. Donc déjà, si vous ne comprenez pas la question, c'est un peu compliqué d'y répondre. Donc avoir un raisonnement un peu articulé, avoir des phrases qui font plus que 5 mots, avec des mots qui font plus que 2 syllabes, eh bien ça devient vite un problème. Or, à l'université, par exemple dans une faculté comme la mienne, en philosophie et lettres, notre spécialité, c'est quand même, pour beaucoup de départements, de pouvoir lire les textes dans les coins. C'est-à-dire des textes qui n'ont pas été rédigés pour être faciles. Il y a des textes qui ne se donnent pas facilement, ça demande un effort. Et donc, c'est un peu le problème du latin, si vous voulez. Le latin, pourquoi c'est utile de faire du latin maintenant? Pas pour avoir accès à la culture latine. Il y a des textes qui sont traduits et on a accès à la culture latine comme ça. Non, l'intérêt du latin, c'est de faire du latin. Pour la mécanique du latin. C'est ce que j'allais dire. Il y a un côté mécanique dans le latin. Mais ça n'a d'intérêt que si vous en faites beaucoup. Si vous en faites 2 heures par semaine, ça ne sert à rien. Et il vaut mieux supprimer, même probablement. Mais ce qui est intéressant dans le latin, c'est que la plasticité dans l'ordre des mots, l'ambiguïté dans les terminaisons, vous oblige à une mécanique intellectuelle, une sorte de drill intellectuel, dont on a pu montrer que c'était, du point de vue de la formation, un réel avantage. Et ça ne peut pas être remplacé par des mathématiques. Les maths, ça développe autre chose, une autre tout aussi intéressante, mais l'un ne se substitue pas à l'autre. Donc l'intérêt du latin, c'est ça. Et on traduit des textes latins, qui sont de grands textes littéraires, donc précisément des textes où les phrases font plus que 3 ou 4 mots. L'intérêt du latin, c'est pas tout simplement de savoir dire à quelle heure part le train et combien coûte le pain. Non, c'est d'avoir des phrases kilométriques dans lesquelles il est très difficile de s'y retrouver, et vous procédez par essai, erreur, et tout doit tomber juste. Un mot que vous n'avez pas su caser est probablement l'indice que toute votre construction doit être mise en cause. Un peu comme en comptabilité, hein, vous savez, on dit
un centime qui n'est de différence dans la balance, c'est peut-être l'indice qu'il faut revoir tout, ça cache peut-être une erreur de plusieurs millions. Eh bien, le latin, c'est ça. Et pour ça, il a une valeur instrumentale supérieure au grec, par exemple. C'est vraiment cette qualité-là du latin. Mais et qu'on est en train de où en détruire. est-il le latin Vous savez, je discute souvent avec mon vieux complice Arthur Baudson, et la manière dont le latin est traité ou maltraité dans le secondaire est quelque chose d'épouvantable, parce qu'on en a fait aussi le signe d'un élitisme. Mais d'un élitisme quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot élitisme? C'est un mot dont on a peur maintenant. Il y a des mots comme ça qu'il vaut mieux éviter. Est-ce que l'université est élitiste? Est-ce que le latin est élitiste? Bon, il faut être clair, l'élitisme de classe est quelque chose d'épouvantable, mais si par élitisme on entend dire on va essayer de faire en sorte que chaque individu réalise le maximum de ses potentialités, eh ben, c'est un élitisme dont je suis preneur, évidemment. Donc que tout le monde soit sur la même ligne de départ est une très bonne chose, mais vouloir que tout le monde soit sur la même ligne d'arrivée, ça c'est une aberration, ça c'est un nivellement par le bas.